Donc, du coup, on est venu avec Paul-Émile Martin du service urbanisme et moi-même, Alexis Clermontel du service eau environnement forêt de la DDT du Loiret, pour vous présenter un petit peu la prise en compte des zones humides et les milieux humides dans les documents d'urbanisme. Il y a monsieur Leroux qui travaille chez nous dans le service environnement aussi, qui est excusé, qui en fait à la base a été embauché il y a 3 ans pour faire justement ce pont entre urbanisme et enjeux environnemental, biodiversité, trame verte et bleue, et cetera. Donc moi, je suis un peu plus sur la partie IOTA, police de l'eau, on va dire le côté loi sur l'eau des zones humides. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu notre façon de travailler avec Paul-Émile. Donc d'abord, on voulait rappeler, on va faire rapidement le contexte un petit peu zone humide dans le département du Loiret, pour expliquer un petit peu d'où vient notre façon de travailler, avant de passer sur des rappels cadres réglementaires et puis derrière notre articulation entre les 2 services pour instruire justement les PLU et aussi un petit mot sur les autres documents d'urbanisme, PC, P1, et cetera. Donc pour commencer cette petite phrase, pour rappeler que la préservation et gestion des durables des zones humides sont considérées comme d'intérêt général par la loi française, Code de l'environnement. Donc je pense que peu importe aujourd'hui, le projet, les procédures d'urbanisme ou même on va dire réglementaires par rapport à la loi sur l'eau, il y a toujours moyen de défendre la protection de zones humides et de justifier un évitement. En fait, aujourd'hui, si on va chercher dans des lignes réglementaires, je pense qu'on a moyen, aujourd'hui de faire avorter des projets qui viendraient impacter des zones humides, que ce soit dans les PLUI, mais même un peu plus tard. Donc voilà, c'est important de rappeler un peu ce cadre-là. Donc pour faire une petite présentation sur les zones humides du département du Loiret. Donc il y a une cartographie qui avait été faite par l'INRA des milieux humides, enfin potentiellement humides au niveau national. Donc nous, on peut voir qu'au niveau du département du Loiret, je ne sais pas si vous voyez, on est en plein milieu, on est là. En gros, on fait partie des départements où il y a le plus de présence potentielle de zones humides, avérées ou non, de par le contexte en fait du Val-de-Loire, de la Sologne, de la forêt d'Orléans, où on a pas mal de zones humides. Donc en fait, ça n'a pas été, quantifié exactement, mais on a au moins 2/3 des milieux, de la surface du département du Loiret qui seraient en zone humide. Chiffre à prendre avec des pincettes, hein, c'est à une échelle très macro. Donc c'est ce que je disais. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte géologique qui est particulier, le Val-de-Loire. On a le Sud-Loire qui est en Sologne avec pas mal d'argile et de sable, des milieux boisés, des étangs, des mares. La forêt d'Orléans aussi qui sert de réservoir pour pas mal de têtes de bassin versant sur le côté, l'eau qui va rejoindre le Loing sur Seine-Normandie, et puis des affluents de la Loire et le Loiret également. Faut savoir qu'il y a pas mal de destruction de zones humides sur le secteur Beauce pour du drainage, l'activité agricole. Donc on a quasiment plus de zones humides sur ces milieux-là. Alors aujourd'hui, la raison principale, c'est pas tellement l'urbanisme, mais c'est plus, on va dire l'agriculture. Et il y a aussi eu des travaux à l'époque on va dire de création de zones humides qui n'étaient pas prévues, sur la Sologne où en fait, de l'époque de Napoléon, il y a eu des travaux justement de créer, justement d'ouvrir des étangs. Alors même si les étangs aujourd'hui sont un peu décriés aussi, ça a eu au moins le mérite de créer des milieux humides et des supports de biodiversité. Donc voilà, après, la petite parenthèse, technique, avec le contexte pédologique, les planosols, les fluviosols, redoxisols, qui peuvent aussi, on va dire, pénaliser l'interprétation sur, le caractéristique pédologique des zones humides parce que les fluviosols sont assez, délicats à interpréter. Il faut avoir un suivi de la nappe pour savoir exactement si on est en milieu humide ou pas. Donc voilà, juste pour rappel. Les fonctionnalités aussi des zones humides au niveau du Loiret, on a une grosse fonctionnalité hydrologique, aux 4 coins du département, de recharge de nappes sur le secteur Beauce. Sur les quelques zones humides qui restent, elles vont servir de recharger les nappes de cours d'eau qui sont parfois souterrains, sur la vallée de l'Essonne, la Cauny. Zone d'expansion de crues, sur la Loire, le Loiret. Support de biodiversité, notamment en Sologne, en forêt d'Orléans, où aussi on va avoir le lien, le corridor écologique. Oui, ouais, c'est un intervenant qui vient d'arriver, donc du Ah, coup, on va juste désolée, je vais juste l'admettre et puis pas de souci. bon. Bonjour Amandine, donc du coup, on est dans la présentation, de la DDT du Loiret pour le moment, information. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, OK. vous nous entendez? Oui. Oui, vous pouvez vous déconnecter puis vous reconnecter à 35, je pense, ça sera bon, si ça vous Pas de va, souci. précédente présentation, ce sera plus facile, je pense, pour vous. OK. Merci, à tout à l'heure. Désolée pour l'interruption. Pas de problème.
Donc voilà les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver sur les zones humides du Loiret, qu'on peut retrouver un petit peu partout. Mais voilà, là, le but, c'était de présenter un peu de manière locale. Surtout une grosse fonction de zone d'expansion de crues. On a pas mal de problèmes d'inondation sur des cours d'eau comme le Loiret, sur la Loire, sur le Loing. Donc aujourd'hui, on va essayer de rechercher aussi des zones potentielles pour ces zones d'expansion de crues, qui sont en général aussi des zones humides. Donc après, bon, pour rappel, les fonctions épuratoires aussi, des fonctions épuratoires qui sont bien utiles sur le secteur Beauce, sur les quelques zones humides qu'il y a, pour essayer de retenir un minimum les phytosanitaires, et cetera. Et puis, les polluants minéraux et organiques. Donc maintenant, pour passer de manière un peu plus opérationnelle sur notre façon de travailler, en fait, on s'est basé sur les cartographies des SDAGE et des SAGE du département. Donc, il faut savoir que sur le Loiret, on a le SDAGE Loire-Bretagne, Seine-Normandie, et 2 SAGE qui recouvrent le département, donc Nappe-de-Beauce, en moins 2/3 du département, et le SAGE Val du Loiret. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque SAGE a travaillé de manière différente. Donc au niveau des SDAGE, ça a été un travail un petit peu plus à l'échelle macro, avec de l'orthophoto, des photos aériennes, un travail aussi à partir de données topographiques, où finalement il a été estimé que tous les fonds de Talweg sont potentiellement humides. Plus on se situe en tête de bassin versant, moins il y a une zone probable, zone potentielle humide. À l'échelle des SAGE, ça a été un petit peu plus fin. Donc il faut savoir que sur le SAGE Nappe de Beauce, il y a différents critères qui ont été utilisés, donc la photo-interprétation, les images satellitaires, mais aussi il y a eu des prospections de terrain et l'application d'un indice de Bevan-Kirkby, donc je ne sais pas comment ça se dit exactement, qui vient prendre en compte donc justement les phénomènes de rupture de pente, de fond de Talweg. Donc c'est un travail qui est un petit peu plus fin et qui a permis d'affiner justement et de donner des niveaux de probabilité de milieux humides, donc de milieux très faibles, à probabilité très faible, moyenne ou très forte. Au niveau du SAGE Val-du-Loiret, il y a plusieurs études qui ont été faites, donc un petit peu sur les mêmes bases à chaque fois, mais il y a eu un peu plus de travail de terrain parce que c'est un SAGE qui est beaucoup plus petit. Et donc au niveau communal, il y a eu un travail vraiment commune par commune avec une étude des fonctionnalités des zones humides. Donc derrière, on va le voir un peu plus loin, mais c'est clairement noté dans le SAGE que par commune, on a telle zone humide, qu'elle a telle fonction, et donc il faut à tout prix l'éviter parce qu'on a un rôle d'épuration des eaux, de soutien d'étiage, etc. Voilà. Donc en fait, à partir de ces 4 documents, on a fait un travail de superposition, concaténation des données SIG finalement, et donc ça nous donne la cartographie de prélocalisation des zones humides du département du Loiret, comme vous pouvez voir, avec le code couleur des nuances de bleu, de milieux potentiellement à probabilité moyenne ou à probabilité forte. Sachant qu'aujourd'hui, on présente cette carte comme la prélocalisation des zones humides, et je rebondis par rapport à l'intervention de ce matin sur les milieux humides. En fait, on pourrait appeler ça plutôt une carte de probabilité des milieux humides, parce que finalement, cette carte-là va prendre les surfaces en eau, les plans d'eau, les mares, les tourbières, les marais, etc. Donc on n'est pas sur une délimitation, enfin une prélocalisation des zones humides au sens de l'arrêté de 2008, mais bien, on va dire, de milieux humides un petit peu général. Voilà. C'est important de le préciser pour pas qu'il y ait d'abus de langage, mais c'est vrai que nous, on le présente comme ça pour sensibiliser un petit peu aussi les élus et faire prendre conscience des choses, quoi. Donc, un exemple d'une commune, en Sologne, justement, la commune d'Ardon, où on peut voir que la quasi-totalité de la commune est concernée par une prélocalisation en zone humide à probabilité moyenne. Alors, bon, pour le contexte de Sologne, c'est normal parce que, de par le contexte pédologique, on est quasiment partout en zone humide. Donc le but, en fait, de cette procédure, c'est pas de surestimer, mais c'est bien d'avoir une enveloppe maximaliste, en fait, une estimation maximaliste des milieux qui sont potentiellement humides, pour derrière les retranscrire, les donner dans le cadre de portée à connaissance pour des PLU, pour dire: «Attention, là, d'après la prélocalisation, vous êtes peut-être en zone humide, donc on va voir, il va falloir peut-être faire des prospections plus fines d'après l'arrêté, enfin, conformément à l'arrêté de 2008». Donc bon, c'est pareil, ça reste une estimation, une prélocalisation. Donc c'est pas parce qu'en fait, on n'est pas dans un zonage, coloré de potentialité de zone humide, qu'il y a pas de zone humide. Voilà. Mais ça permet quand même d'avoir une idée des zones humides. Alors, les dispositions réglementaires, on va essayer de ne pas être trop redondant par rapport à ce qui a pu être dit ce matin, mais c'est juste pour repréciser que finalement, on a
dans le code de l'urbanisme tous les arguments pour demander une prise en compte réelle et opérationnelle des zones humides, même si ce n'est pas écrit explicitement qu'il faut faire un inventaire, ce n'est pas écrit explicitement qu'il faut préserver les zones humides, mais finalement les articles généraux du code de l'urbanisme, ils le disent de façon indirecte, puisque donc l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser les objectifs suivants, donc l'équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels, la protection des sites, des milieux et des paysages naturels, la prévention des risques naturels prévisibles. On a évoqué tout à l'heure les fonctionnalités et évidemment les zones humides jouent un rôle important en matière de prévention des risques naturels, la protection des milieux naturels, on la revoit, et des paysages, la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important puisque les zones humides, elles font partie des ENAF, les espaces naturels, agricoles et forestiers qu'il faut préserver, notamment depuis la loi climat résilience qui précise qu'il faut réduire par 2 la consommation d'espace par rapport à la décennie précédente et tendre vers le zéro artificialisation nette à l'échéance 2050. Donc ça vise pas spécialement les zones humides, mais de facto, ça doit être aussi un outil qui doit permettre de préserver les zones humides, parce que l'enjeu aussi de la loi, c'est bien de lutter contre l'artificialisation, de lutter contre la consommation d'espace, parce que ces espaces ont des fonctionnalités et rendent des services. Et donc, on est exactement dans cet enjeu-là de préserver les fonctionnalités des zones humides. Et enfin, le code de l'urbanisme, dans ses articles généraux, il vise aussi la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Donc voilà, les zones humides peuvent à la fois être des stockages de carbone et donc lutter contre le changement, mais aussi favoriser l'adaptation à ce changement. On évoquait ce matin l'intérêt qu'il y a pour les habitants d'un secteur à disposer de lieux de promenade, de frais. Donc voilà, et les zones humides peuvent répondre à ce besoin. Donc, c'est pour rappeler, on évoque un petit peu dans le détail ensuite les SDAGE et les SAGE, donc le fait qu'il y a un lien de compatibilité. Donc, comme on l'a dit ce matin, compatibilité ne veut pas dire conformité, mais malgré tout, c'est un lien juridique dont on peut se prévaloir pour vérifier que les principales dispositions des SDAGE et des SAGE ne sont pas méconnues, au moins dans leur ensemble. Donc, quand on a un SCOT, donc le SCOT est qualifié d'intégrateur, puisqu'on n'aura plus de lien de compatibilité directe entre les PLU, les cartes communales, les PLU intercommunaux et les SDAGE, puisque ça se fera par l'intermédiaire du SCOT. Et ça appelle justement un point de vigilance, c'est que si le SCOT traduit de façon très imparfaite les SDAGE et les SAGE, eh bien c'est regrettable parce que du coup, les SDAGE et les SAGE sont plus opposables directement au PLUI. Et donc, il faut aussi s'assurer, la présentation porte avant tout sur les PLUI, hein, parce que c'est peut-être la chose la plus opérationnelle, mais il y a quand même l'échelon SCOT qui a surveillé, puisque si la traduction n'est pas bonne, n'est pas suffisamment précise, bah finalement, on peut perdre des choses voilà, vis-à-vis de ce qui pourrait être attendu ensuite des PLUI. Justement, pour rebondir un peu sur les SDAGE et les SAGE, pour rappel, donc les SDAGE, il y a besoin d'avoir une compatibilité avec ce document-là, au niveau du document d'urbanisme, en l'absence de SCOT. Pour les SAGE, par contre, c'est une histoire de conformité, donc c'est un document qui peut être opposable. Mais il faut savoir qu'au niveau du Loiret, donc de par la présence des 2 SAGE, il y a une prélocalisation qui est un peu plus fine, avec des prescriptions qui sont clairement notées. Et donc là, pour le coup, on a un véritable levier réglementaire pour interdire des zones à urbaniser sur tel ou tel secteur qui sont prélocalisés en zone humide, sous condition, bien sûr, derrière, qu'il y ait une prospection de terrain avec l'analyse critères végétalisation et pédologie. Donc juste pour rappel, sans rentrer trop dans les détails parce que ça a été rappelé en partie, donc nous, on a sur le département du Loiret, on a le SDAGE Loire-Bretagne et Seine-Normandie. Donc juste pour voir un peu l'évolution aussi, les politiques des agences de l'eau, où on a de plus en plus de prise en compte des zones humides dans les documents justement. On peut voir que par exemple, pour tout ce qui est liaison zone humide urbanisme dans le SDAGE de 2016-2021, on n'avait qu'une disposition, tandis que sur le nouveau 2022-2027, on va un peu plus loin, où finalement on demandait à la base de faire un inventaire des zones humides à réaliser de manière concertée à l'échelle du territoire. Là, sur le nouveau document, on reprend cette disposition-là, et par contre, c'est clairement noté qu'à l'occasion du porté à connaissance des documents d'urbanisme, les services concernés de l'État informent les collectivités de l'existence des informations relatives aux zones humides. Donc, soit dans les départements, il n'y a pas
de cartographie interne qui ont été réalisées. Donc là, on renvoie finalement aux données SDAGE, SAGE, CEN, département, syndicat de rivière, on va dire à l'échelle locale. Nous, ce qu'on fait, on va faire voir un peu plus loin, on transmet la carte communale de prélocalisation des milieux humides pour dire attention, là, vous avez prévu d'urbaniser, etc. Voilà, vous avez les billes en main, donc maintenant, il va falloir prendre en compte les zones humides. Sur Seine-Normandie, donc c'est un peu la même vision des choses. Il y a une évolution un petit peu des dispositions avec de plus en plus la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc où à la base, on doit avoir une compatibilité des documents d'urbanisme avec l'objectif des protections de zones humides. Et là, sur le dernier document de 2022-2027, c'est clairement noté de cartographier, protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme sur les différentes échelles, les différentes procédures, donc pour les SCOT, les PLU, les cartes communales, où là, on va clairement marquer pour les PLU, par exemple, fixer dans leur PADD, OAP et règlement des objectifs de préservation et restauration des aidages compatibles avec les objectifs de bon état des masses d'eau. Donc là, on va un peu plus loin et donc c'est bien qu'il y ait vraiment un côté territorialisé à l'échelle du bassin versant et de la masse d'eau. Parce que là, on n'est plus dans des documents, des doctrines un petit peu généralistes qui se répètent. On va aller chercher un peu plus loin de l'information, de la donnée. Et donc, ça nécessite petit à petit, pour chaque étude, de faire de l'inventaire terrain et de ne plus rester à l'échelle un petit peu macro. Et voilà, là, ça nécessite de faire du terrain. Et puis aussi, la disposition 1.1.3, protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque inondation dans les documents d'urbanisme, identifier les secteurs inondables dans les PPRI, AZI, dans le but de les éviter. Donc voilà, ça rejoint aussi l'enjeu zone humide, puisqu'en général, les milieux inondables sont potentiellement humides. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, sur le SDAGE Loire-Bretagne, il me semble, il y a cette notion de zone d'alimentation de zone humide qui a été avancée, qui a été intégrée. Donc je pense que dans le futur, enfin, on peut espérer qu'il y ait de plus en plus justement de préservation de ces milieux-là et que justement, on ne se retrouve plus avec le cas d'une zone humide en plein milieu avec des bâtiments tout autour, mais qu'on prenne vraiment en compte la zone d'alimentation, le bassin versant. Et peut-être qu'un jour, alors à l'échelle du SDAGE, ce n'est pas forcément opposable, mais si c'est retranscrit dans un SAGE, on peut arriver peut-être un jour à dire, bon, bah, finalement, on a une zone humide, mais toute la partie amont, il ne faut pas la toucher non plus parce qu'elle contribue à l'alimentation. Donc, il faut espérer qu'on en arrive là. Donc, juste pour rappel, sur les SAGE du département, Val du Loiret et Naples de Beauce, donc un peu pareil, c'est les prescriptions des SDAGE qui ont été retranscrites dans les SAGE, assurer la préservation des zones humides dans les documents d'urbanisme, assurer le bon fonctionnement des zones humides identifiées par commune et par zone en fonction de leur fonctionnalité. C'est ce que je disais sur le SAGE Val du Loiret. Il y a une étude de terrain qui a été faite par commune. Et donc, il y a des zones humides qui ont été clairement déterminées, délimitées. Elles ont des fonctionnalités, alors sans être passées par une méthodologie nationale des fonctionnalités, mais au moins de dire, voilà, telle zone humide, elle a un intérêt majeur pour la biodiversité ou pour l'épuration ou pour les zones d'expansion de crues. Donc là, clairement, il y a de quoi s'opposer à des projets qui viendraient être sur ces cartographies-là. Pour le Naples de Beauce, on a une disposition, protection et inventaire des zones humides, où là, il y a un travail de hiérarchisation, donc c'est ce qui a été dit ce matin, où finalement, il y a une enveloppe un peu globale, une échelle macro, enfin un travail à l'échelle macro qui est réalisé avec des zones humides, des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides. Et après, à l'intérieur de ces enveloppes, il y a un travail un petit peu plus fin qui a été réalisé en fonction de l'objectif sur la masse d'eau. Et donc, il va y avoir une priorisation, justement, pas de maintien de la zone humide, parce que de toute manière, toutes les zones humides doivent être évitées et protégées. Mais il y a des zones humides qui sont classées. Donc, il y a deux types de zones humides, les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. Donc ça, c'est codifié dans le Code de l'environnement, le L215-5.1, où il y a des zones humides qui peuvent être délimitées et clairement inventoriées comme rôle d'alimentation en eau potable pour les masses d'eau souterraines, les aquifères et les zones d'expansion de crues. Donc encore une fois, c'est une bille réglementaire, un levier réglementaire pour dire, là, attention, vous êtes en milieu humide, potentiellement humide, vous êtes sur ce secteur-là qui a été inventorié comme un enjeu pour la production d'eau potable, etc., pour la ressource en eau. Donc, attention, vous devez à tout prix éviter, ou alors, voilà, derrière, on passe sur des procédures un petit peu plus, ça finit au tribunal, quoi. Il y a des indicateurs de suivi qui ont été mis en place sur ces communes-là, avec la proportion de communes ayant réalisé l'inventaire des zones humides et la surface de zones humides inscrite dans les documents d'urbanisme par rapport à la surface totale de zones humides.
Et puis pour information, j'ai mis dans le cadré, c'est sur le sage Val-du-Loiret où, ils vont sensibiliser justement sur les coûts unitaires, en fonction des inventaires de zones humides. Voilà, donc c'est des prix un petit peu locaux, qui ont probablement dû évoluer aussi parce que c'était en 2013, donc probablement plus à jour. Les dispositions réglementaires, donc ce à quoi on veille plus particulièrement dans le cadre de l'action de la DDT sur les PLUI, c'est que les zones humides, bah, au final, ne soient pas impactées, hein, notamment par les zones à urbaniser, puisque comme on l'a dit ce matin, bon, il y a beaucoup d'outils, mais malgré tout, au final, l'important, c'est quand même qu'il n'y ait pas de zones destinées à l'urbanisation, là où des zones humides sont identifiées. Mais ce qu'on doit quand même noter, c'est que la prise en compte des zones humides, elle est, dans les différentes pièces du PLUI. Je ne vais pas trop réinsister parce que le Cérémal l'a expliqué de façon détaillée ce matin. Mais ce qui est certain, c'est que dans le rapport de présentation, nous, concrètement, on est quand même vigilants à ce qu'on nous explique comment est-ce qu'on a identifié les zones humides. Est-ce qu'il y a eu des sondages ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? En tout cas, il faut que ça soit clair. Quelles données on a utilisées? Alors, c'est sans doute les données qui ont été présentées, mais il faut le dire de façon explicite parce qu'on n'est pas censé le deviner. Et puis, il faut qu'il y ait une justification formelle sur la façon dont les zones humides ont été prises en compte dans les PLUI. Si malgré tout, il y avait des zones humides qui se retrouvaient dans des zones constructibles, ça devrait normalement faire l'objet d'une justification argumentée. Dans le PADD, il faut qu'il y ait des orientations pour la préservation des zones humides, enfin il peut y en avoir, et en tout cas, l'idée est aussi que tout ça soit cohérent, puisqu'il doit y avoir une cohérence entre les différentes pièces du document. Donc, il y a après une traduction dans le règlement graphique et écrit. Donc d'ailleurs, le règlement peut aller très loin en matière de protection des zones humides. Par certains règlements font des zones, naturelles, hein, ou agricoles indicées, donc par exemple, un indice P comme protection, avec des règlements extrêmement fins qui interdisent quasiment tout, y compris les exhaussements, les affouillements, sans considération de hauteur ni de surface. Donc des choses qui normalement échapperaient à la loi sur l'eau et même aux déclarations préalables du code de l'urbanisme, mais le PLUI a le pouvoir de les interdire purement et simplement. Après, il y a d'autres outils qu'on a évoqués ce matin, notamment les espaces boisés classés, alors qui peuvent être intéressants pour préserver des milieux comme des forêts alluviales ou autres, mais ça peut aussi parfois être contre-productif, puisque si on a un EBC, on ne va pas pouvoir restaurer un milieu ouvert au sein d'une zone humide qui serait en voie d'enfrichement, par exemple. Donc c'est quand même un outil qui est utilisé avec précaution, notamment au sein des zones Natura 2000, parce que ça peut interdire des actions de restauration des zones humides et pour empêcher notamment la fermeture des milieux. Et puis, donc, on a les orientations d'aménagement et de programmation. Donc, on aura 2 petits exemples, hein, peut-être complémentaires avec celles présentées ce matin. Donc, ils sont des outils vraiment très intéressants pour intégrer les zones humides au projet, puisqu'il peut arriver que, voilà, il y ait des zones humides qui se retrouvent dans des zones à urbaniser malgré tout, même si en priorité, c'est une situation qui devrait quand même être évitée. Mais si ça arrive malgré tout, que ce soit dans une zone AU, et ben là, il appartient à l'OAP d'expliciter les modalités de la préservation de la zone humide avec des schémas, avec des dispositions écrites aussi. Et puis, il y a aussi la réalisation d'une OAP de trame verte et bleue qui peut évoquer de façon générale, cette fois-ci non plus secteur par secteur, les modalités de préservation des zones humides. Donc là, c'était pour revenir un peu plus précisément sur la façon dont on travaille. Donc le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'il faut travailler vraiment le plus en amont possible. Heu, un des rôles forts de l'État en matière de documents d'urbanisme, c'est de faire un avis en fin de procédure, une fois le projet arrêté. C'est ce que vous voyez à droite de la petite frise. Mais si on agit uniquement à ce moment-là, en fait, c'est un peu tard, puisque si on n'a pas dit les choses en amont, bah, il est très difficile à la fin de demander aux collectivités de retravailler un document. Donc c'est bien dès le porté à connaissance de l'État qu'il faut évoquer la question des zones humides, notamment pour donner toutes les informations qu'on a évoquées, les informations en termes de prélocalisation. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on rédige une note d'enjeu. Donc c'est quelque chose d'un peu plus opérationnel que le porté à connaissance, qui est plus à destination des élus, qui se lit plus facilement, pour expliquer pourquoi protéger les zones humides et comment le faire de façon un petit peu plus simple que dans le PAC. Ensuite, il y a la phase participation aux réunions des personnes publiques associées, où là, il faut veiller à ce que la question des zones humides apparaisse bien dans les travaux du bureau d'études, et puis l'avis de l'État qu'on évoquait tout à l'heure, où là, eh bien, effectivement, on va dire si les zones humides nous semblent correctement prises en compte ou si ça n'est pas le cas. Et enfin, il y a le contrôle de légalité, vraiment au tout dernier recours, par lequel le préfet peut bloquer le caractère exécutoire du document s'il estime que
il porte atteinte notamment à la préservation des TVB dont les zones humides peuvent faire partie. Ça peut être mobilisé pour ça aussi. C'est un peu voilà, ces différentes étapes. En fait, il y a une articulation entre le CEF et le SUADT. C'est le SUADT qui participe aux réunions en tant que service référent pour l'urbanisme. Mais s'il y a un enjeu zone humide qui apparaît, eh bien le CEF se retrouve associé. Maintenant, pour détailler un petit peu justement, c'est ce que tu viens de résumer, sur les différentes phases portées à connaissance. Donc le service urbanisme vient nous saisir pour avis, pour la rédaction du porté à connaissance, pour intégrer toutes les données réglementaires, les cartographies, les enjeux sur, même s'il y a des enjeux de biodiversité avec les collègues de la biodiversité. Derrière, donc, il y a la note d'enjeu pour les élus où c'est quelque chose d'un peu plus lisible, quelque chose d'un peu plus synthétique. Et puis derrière, donc voilà, c'est le SUADT qui va faire les réunions avant de faire, la rédaction de l'avis de l'État. Donc pour rentrer plus dans le détail du porté à connaissance, donc en fait, on rappelle là tout ce qui est listé, c'est ce qu'on va rappeler de manière synthétique dans le porté à connaissance pour chaque, révision de PLU. On va rappeler la réglementation, donc la définition et prise en compte de l'intérêt public majeur, pour les zones humides, l'article L211-1 du code de l'environnement. La transmission des cartographies locales de prélocalisation. Donc en fait, on a fait pour les 320 communes, il me semble qu'il y a dans le département, on a fait une cartographie communale de zones de prélocalisation des zones humides qu'on va envoyer dans le cadre du porté à connaissance à la collectivité. On va rappeler aussi les prescriptions des SDAGE et des SAGE pour rappeler qu'il y a bien de la compatibilité et de la conformité à assumer en fait et à envisager dans le cadre de révision des PLU. On rappelle aussi la notion de séquence ERC, avec les différentes, textes réglementaires pour bien alerter. En fait, le but, c'est de dissuader, c'est pas de faire peur, mais c'est de bien dire que attention, à partir du moment où il y aura une destruction de zones humides, il y aura forcément la séquence ERC à développer, en tout cas de la réduction de la compensation et que le but, bien évidemment, c'est d'éviter, mais que dans le cadre d'une destruction, si c'est de la réduction de la compensation, il y a une obligation de résultat avec absence de perte nette de biodiversité. Donc voilà, en fait, on essaie de rappeler un petit peu le cadre réglementaire de tout ça. On rappelle les grands services écosystémiques rendus par les zones humides. Quand on a un petit peu plus d'informations au niveau local, on va aller un peu plus loin que les grandes généralités. Et derrière, on va rappeler aussi les outils de caractérisation d'une zone humide, donc l'article du Code de l'environnement, le 211-108, et aussi l'arrêté du 24 juin 2008 avec les critères végétation et sol, pour aller un petit peu plus loin. Il faut savoir aussi que, les zones à urbaniser, en fait, on rappelle qu'elles doivent être prioritairement mises dans les zones où il n'y a pas d'enjeu zone humide, ou potentiellement sur la carte de prélocalisation, on est en probabilité très faible. Voilà, on essaye de le rappeler à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on essaye, alors ça dépend un petit peu des procédures, mais à partir du moment où on va voir qu'il y a des parcelles à urbaniser qui seraient potentiellement en secteur humide, là, on va rappeler, alors c'était un peu le débat de ce matin, savoir si c'était, obligatoire d'imposer des sondages, en plus ou pas. Je pense que c'est pas obligatoire, c'est pas écrit noir sur blanc que c'est obligatoire, mais par contre, on a les leviers réglementaires pour dire: «Attention, vous êtes potentiellement en zone humide, il y a des SDAGE, il y a des SAGE, il y a de la compatibilité à avoir, il y a des enjeux réglementaires, donc vous devez prouver qu'on n'est pas en prélocalisation de zone humide». Voilà, via des sondages pédologiques et une analyse, floristique, au moins une approche habitat. Donc là, c'est précisément parce que c'est pas obligatoire que c'est tout l'intérêt d'une note d'enjeu qui Voilà, dit ce qu'on attend, ça. en fait. Il faut dire aussi précisément ce qui est attendu. Finalement, c'est assez simple, mais c'est pas forcément évident puisque justement, c'est pas dit explicitement dans le code de l'urbanisme et les recommandations en termes de méthode. Du coup, il faut, voilà, qu'on soit en capacité de dire clairement, bah, c'est sur les zones où il y a des prélocalisations que là, on sera attentif s'il y a des zones à urbaniser et l'afficher dès le début parce que si on attend l'avis final, bah là, ça sera trop tard, quoi. Les élus auront déjà fait tous les choix et ça pourra pas être pris en compte utilement, une telle remarque. On peut passer, je pense. Donc là, c'était un exemple. Oui, c'était Oui. un exemple, on va passer parce qu'on est en train de déraper un petit peu. Je propose qu'on passe. Ça, c'est un exemple justement de note d'enjeu. Et on Le but, avait c'est d'avoir un document un petit peu graphique avec une carte pour les élus, et cetera, rappeler un petit peu l'objectif de préservation des zones humides et aussi des milieux forestiers, des espèces protégées, et cetera. alors là, cette carte, elle est très intéressante parce que là, on est dans l'association, donc c'est un exemple d'un travail qui a été présenté par un bureau d'études au cours de l'élaboration, lorsque les personnes publiques associées donc sont invitées à des réunions.
Et c'est un des quelques bons exemples que l'on a. Finalement, qu'est-ce que c'est un travail d'inventaire des zones humides dans un document d'urbanisme? Bah là, on voit que ça a été fait de façon très précise, puisqu'on a donc une zone représentée avec la photo aérienne, la zone de projet potentiel qui est entourée en rouge, les éléments particuliers, et puis des sondages qui ont été réalisés avec le résultat positif, négatif, et on conclut sur la présence d'une zone humide selon les critères pédologiques et les critères végétation. Et selon la conclusion, eh bien évidemment, il va falloir adapter la zone de projet potentiel en tout premier lieu, et au besoin, après, avoir aussi une OAP qui éventuellement protégera des secteurs. Sachant que, par exemple, cet exemple-là, il est applicable idéalement, ça serait bien qu'il fasse ça pour toutes les parcelles, mais c'est pas le cas. Mais au moins sur les parcelles à urbaniser qui sont en probabilité moyenne à forte de présence de zones humides. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ce travail, de prospection un peu plus fin pour avérer, oui ou non, est-ce qu'il y a une zone humide. Alors, dans l'avis de l'État, les principales remarques qui reviennent souvent, c'est qu'on la façon dont les zones humides sont prises en compte n'est pas justifiée. Alors ça, c'est purement formel, mais c'est gênant parce que le PLU, c'est aussi un travail de justification des choix opérés et ça remet en cause sa légalité si on n'explique pas correctement comment on a pris en compte les zones humides sur un territoire où cette problématique est présente. Les justifications insuffisantes sur la méthode utilisée, parfois on ne nous dit pas clairement, voilà, comment on a fait, est-ce qu'il y a eu des sondages ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? L'absence de justification des zones urbanisées concernées par des prédispositions, donc ça c'est on en parle souvent, mais c'est vraiment l'élément incontournable, puisque s'il fallait retenir un seul point, ça serait celui-ci. Parfois des zonages, naturels qui sont censés protéger les zones humides, mais qui finalement ont un règlement très permissif et donc qui n'est pas vraiment adapté. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que finalement l'avis est proportionné vraiment aux enjeux. Donc sur un territoire très prédisposé, ben forcément, on va faire des avis un peu plus consistants que sur des territoires où a priori, il n'y a pas vraiment d'enjeu en matière de zones humides. Et puis un petit exemple, voilà, qui nous paraissait intéressant pour finir. Un exemple de prise en compte des zones humides dans les OAP, alors on l'a déjà un petit peu vu ce matin, mais il est tout à fait possible, si c'est vraiment on va pas mettre au milieu d'une zone urbaine un micro-zonagène, ça serait c'est pas des choses qui se font, mais du coup là, l'OAP prévoit, hein, la zone que l'on voit en bleu, de préserver un petit morceau de zone humide. Alors ça peut interroger parce qu'une zone humide enserrée comme ça dans un tissu urbain, est-ce qu'elle va garder ses fonctionnalités? Malgré tout, il nous semble que enfin voilà, il me semble que c'est quand même mieux que rien puisque là, en l'espèce, on est quand même au sein de l'agglomération d'Orléans. Donc de toute façon, on est dans un espace qui est de facto déjà très altéré et puis les lois récentes nous invitent quand même à privilégier l'urbanisation au sein des villes plutôt qu'en extension dans les campagnes, les zones, voilà, plus naturelles et forestières ou agricoles. Et donc c'est quand même pas inintéressant d'avoir pris soin de flécher ce petit îlot qui devra être préservé de l'aménagement. Donc ça, c'est un exemple d'OAP qu'on dit sectorielle, c'est-à-dire, une OAP qui porte sur un secteur donné, sur un quartier donné. Et puis on a aussi des dispositions qui peuvent être plus générales, c'est la dernière diapositive. Cette fois-ci, une OAP, thématique, puisque normalement, maintenant, les PLUI doivent avoir une OAP transversale sur la question des trames vertes et bleues dans les zones humides, dans lesquelles on donne des principes généraux. Et là, on a un petit schéma qui finalement résume assez bien ce qu'il faut faire, hein. Quand on a des secteurs d'aménagement voilà, qui sont concernés par la présence de zones humides, eh bien, si on n'a pas pu les laisser en zone naturelle et agricole pour des questions qui méritent d'ailleurs d'être précisées, il faut impérativement que l'OAP précise explicitement que ces éléments sont à préserver. Ils doivent être identifiés graphiquement sur un schéma et puis les dispositions écrites doivent spécifier les modalités de leur prise en compte. En premier lieu, ne pas urbaniser sur leur emprise, mais il peut aussi y avoir d'autres dispositions en termes de continuité et autres. Voilà, ça c'est 2 exemples qui viennent du PLU métropolitain d'Orléans. Donc, pour conclure, en termes de perspective, on essaye de plus en plus d'intégrer la problématique zone humide le plus en amont possible, que ce soit au niveau des PLUI, mais même sur tous les projets, les phases amont. C'est aussi pour ça, alors c'est juste en interne, un retour d'expérience, mais qu'il y a eu un poste de créé dans la DDT, bon, un collègue qui n'est pas là, mais vraiment pour faire ce pont entre l'urbanisme et puis l'environnement, et cetera, la biodiversité, les zones humides. Donc c'est vraiment, je pense que c'est là où tout peut commencer et on peut éviter pas mal de projets, faire avorter pas mal de choses. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui, enfin comme partout je pense, où voilà, on a des projets qui sortent, on est complètement en zone humide
Mais ça fait 20 ans que c'est noté dans le document d'urbanisme qu'il y a la maîtrise foncière et donc bah, maintenant c'est, de la réduction de la compensation et on n'a aucune certitude que la compensation sera équivalente à la destruction parce que malgré tout, il y a les études, mais ça reste théorique. Donc l'objectif, c'est quand même d'éviter. Et puis tu voulais dire un mot, Paul-Émile, sur la DGD? Oui, alors on expérimente aussi quelque chose. Il y a la DGD, donc qui est la dotation, c'est une subvention qui est versée aux communes pour élaborer leurs documents d'urbanisme. On a essayé de mettre en place des critères, environnementaux, dont un critère, présence d'un inventaire de zones humides, pour faire une majoration de l'enveloppe. Parce que le problème, c'est que déjà, souvent quand les collectivités recrutent un bureau d'études, elles ont oublié de parler de ce sujet dans leur cahier des charges. Donc ça veut dire qu'il faut faire un avenant, bon, c'est un petit peu compliqué et puis ça a un coût aussi, qui se chiffre très rapidement en plusieurs milliers d'euros, parce que sur des PLUI, on peut avoir 30 communes avec chacune des zones à urbaniser, donc beaucoup de sondages potentiellement à faire. Et donc l'idée peut être aussi de dire qu'on fait une majoration de la subvention pour celles qui font une véritable étude en matière de zones humides pour assurer leur préservation. Puis dans les perspectives aussi, voilà, on recitait les SCOT, hein, qui sont alors des documents moins opérationnels, mais qui sont quand même importants parce que faut, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ils vont cadrer après les PLUI dans un rapport de compatibilité. Et comme ils sont intégrateurs, bah, ils sont censés traduire correctement tous les documents, tels que les SAGE et les SDAGE. Et si c'est pas fait, bien après, il y a plus de lien direct en fait entre le PLUI et le SDAGE, et donc ça peut aussi poser des difficultés. Donc c'est quand même une étape à pas négliger, même si elle est un peu moins opérationnelle. Et puis enfin, il y a aussi un travail avec le CEF sur les permis de construire, les permis d'aménager susceptibles d'impacter des zones humides avec des outils qui ont été mis en place, notamment un tableau où les projets sont répertoriés et les différents services dont le CEF peuvent apporter leur précision pour s'assurer que ce que l'on évoque au niveau de la planification, voilà, ça se traduise aussi de façon opérationnelle dans l'urbanisme opérationnel, permis de construire, permis d'aménager, puisque finalement, c'est là aussi où c'est encore un niveau, plus concret dans la mise en œuvre des projets. Oui, puis on est obligé de passer par, cette relecture, ce filtre-là, parce qu'il y a quand même des loupés et on a toujours des parcelles à urbaniser qui restent en zone humide, donc on a encore un œil sur, cette échelle-là, jusqu'au, voilà, jusqu'au dossier réglementaire.